Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette FAQ des 10 000 avec Joséphine. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux et nombreuses sur cette chaîne, ça me fait particulièrement plaisir. Pour tout vous dire, c'est la deuxième fois que je tourne cette FAQ parce que mon téléphone portable avec lequel je fais tout, donc là je réponds à la question de Papillote, oui je fais tout avec mon téléphone portable, qui est de qualité vraiment très très médiocre et dès que je fais une insert, il bug. Donc voilà, je dois faire plus court jusqu'à ce que j'ai un nouveau téléphone. On va commencer. Avant de répondre à vos questions, je voulais vous dire que j'avais fait des playlists. Alors les playlists sur les chaînes YouTube, tout le monde peut en avoir, hein. Vous savez, vous allez dans l'onglet playlist. Et donc j'ai constitué des playlists avec des informations sur le TSA et le TDAH par catégorie. Vous irez voir, il y a autisme et société, autisme et co-occurrence, autisme et masque social, les difficultés de l'autisme, le diagnostic. Et donc dans ces playlists, il y aura à la fois des vidéos de ma chaîne, mais aussi des vidéos d'autres chaînes, des vidéos que je trouve vraiment très qualitatives. Et donc c'est important quand on cherche des informations d'avoir un maximum de contenu de différentes personnes. Si vous n'êtes pas très doué sur l'ordinateur comme moi, je vous mets dans la description les liens vers ces playlists, donc n'hésitez pas à les consulter, à les envoyer à des personnes qui pourraient en avoir besoin. Voilà, ça c'était la petite intro. Du coup, on va passer aux questions. Alors, il n'y aura pas de cut, donc j'espère que je ne vais pas trop tousser. Alors, première question d'Olivier. Donc Olivier, alors j'ai cuté un petit peu vos questions, hein, comme je peux pas faire d'insert. Olivier me demandait d'évoquer les comportements d'achat et les collections. Alors les comportements d'achat quand on est autiste, alors encore une fois, hein, toutes les personnes autistes sont différentes, hein, ne vous dites pas, mon Dieu, si je me retrouve pas dans tel point, je ne le suis pas. Voilà, c'est un spectre, donc on est tous différents. Mais généralement les comportements d'achat sont assez particuliers dans l'autisme parce que on souhaite toujours acheter entre guillemets le meilleur et on peut faire des hyperfixations sur ce dont on a besoin et du coup y passer beaucoup de temps parce qu'on va tout comparer. Hein, jusqu'à mettre dans un tableur Excel. Je suis sûre qu'il y en a qui mettent dans un tableur Excel. Donc voilà, le comportement d'achat, ça peut être très compliqué parce que du coup, on veut absolument le meilleur produit et du coup on va mettre beaucoup de temps à choisir, notamment en magasin, où en magasin ça peut être très compliqué à cause du bruit, de la foule, des lumières, des odeurs, voilà. En ce qui concerne les collections, alors sur le moment Olivier, je t'avoue que j'avais pas trop compris et après je me dis ah mais oui, les fameuses collections. Alors je sais pas vous, mais moi quand j'étais enfant, je faisais la collection des boules à neige. Donc là j'en ai seulement une, je vous la montre. Voilà, c'est tellement beau. Moi j'adore. Et donc c'est vrai que les personnes autistes peuvent avoir des collections, pas parce qu'elles sont matérialistes et qu'elles souhaitent avoir le dernier truc à la mode ou quoi, mais une personne autiste qui se prend de passion pour une chose, et que ce soit n'importe quel objet, et peut avoir envie d'acquérir un nombre de ces objets, comme si on faisait un petit musée en fait. Et du coup, le fait d'avoir son petit musée, ça peut provoquer beaucoup de joie. Donc voilà, en ce qui concerne les collections, moi j'ai une collection de tasses. Il y a très peu de gens qui viennent prendre le café, mais je ne sais pas pourquoi. Je trouve que les tasses, c'est beau. Enfin, voilà, donc quand je suis dans un magasin et que je suis au rayon tasses, il y a une voix dans ma tête qui me dit non, t'en as trop, et l'autre qui me dit ah, elle est trop belle, elle est trop belle, elle est trop belle. Voilà Olivier, j'espère que je n'ai pas répondu à toute ta question, mais j'espère que ce sera déjà satisfaisant. Ensuite, nous avons Tori. Bonjour à tous les Québécois. Et Tori me demande si les changements de saison m'affectent. Alors oui, Tori, les changements de saison m'affectent. Je pense comme beaucoup de personnes. Moi, j'ai une difficulté à réguler la température. Donc quand on passe d'une saison à l'autre, quand il fait froid le matin et chaud l'après-midi, moi, c'est un enfer. Je transpire tout le temps. Je dois me changer plusieurs fois par jour. La fatigue aussi. Donc voilà. Tori nous dit aussi: j'ai du mal à accepter que j'échoue là où les personnes normales y arrivent sans problème. Je mets toujours plus de temps que les autres pour accomplir une tâche, je me fatigue beaucoup plus rapidement que la plupart des gens et de ce fait, il y a des jours où je me sens nettement sous-performante et inutile, même si on me dit que je travaille très bien et que je suis minutieuse. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir comme ça ?
Eh bien oui, Tori, effectivement, les personnes autistes mettent plus de temps à accomplir des tâches que certaines personnes accomplissent facilement. Ça, je pense que ça fait partie du deuil qu'on doit faire. Et donc oui, je te rassure, je ressens ça très souvent. Et je pense qu'on est nombreux et nombreuses à ressentir ça très souvent. Tori, tu as été diagnostiquée en même temps que moi cet été, donc ça fait encore pas longtemps. Donc laissons-nous le temps, parce que c'est un véritable deuil à faire, exactement comme le deuil d'une personne, hein, vous savez, il y a les 5 étapes, et là, pour le moment, on est encore à la première étape, où on se dit, voilà, avant mes difficultés, j'essayais de les expliquer par des choses qui pouvaient potentiellement aller mieux, hein, et je pense qu'on est tous passés par là. Moi, ma fatigue chronique, je me disais, j'ai peut-être un problème physique, et je me disais, un jour, on va trouver ce problème physique, et du coup, on va me soigner, et je serai plus dans cette fatigue chronique. Voilà, j'avais vraiment des espoirs, je me disais... peut-être qu'un jour je pourrais être chef de service. Moi, je travaille dans le social et j'avais vraiment envie, enfin, j'aime mon métier, j'avais vraiment envie de coordonner des projets. Enfin, voilà, je me projetais dans une vie professionnelle bien remplie, mais parce que je le voulais. Et en fait, je dois faire le deuil et me dire, là, je travaille à 37%, je ne peux pas faire plus. Voilà, c'est comme ça. Et je pense que cette période, elle peut être très douloureuse. Parce que quand on a passé 20, 30, 40, 50 ans à se dire que peut-être un jour ça ira mieux et qu'on se dit non, là c'est neurologique, voilà, on ne peut rien faire d'autre, neurologiquement parlant, ce sera toujours difficile. Donc ça il faut l'accepter, voilà, c'est la pilule des fois qui peut avoir du mal à passer, mais je pense qu'il faut vraiment embrasser ce deuil, voilà, et se dire effectivement, il y a des choses que je ne pourrais pas faire, et se dire aussi, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses que je pourrais faire qui pourraient me rendre la vie un peu plus belle? Est-ce que, je sais pas, je peux essayer d'aménager ma vie pour qu'elle soit non seulement vivable, mais en plus agréable? Et je pense que c'est possible, hein. C'est-à-dire que c'est normal quand on se prend l'information d'avoir un moment de déprime, mais je pense que justement, il faut savoir prendre le tournant et se dire, je vais rebondir. Alors c'est compliqué, hein, je dis pas le contraire, hein, mais je pense qu'on peut y arriver, Tori, hein. On va le faire, hein. Puis pour tout le monde, on peut le faire. Question suivante. Alors, Joie de Haz demande: est-ce que le syndrome de la personnalité borderline peut être confondu avec un TSA? Alors, très bonne question, Joie de Haz. Donc, le syndrome de la personnalité borderline, qu'on appelle aussi personnalité limite, c'est une pathologie psychiatrique dans laquelle la personne a une phobie de l'abandon ou du rejet. Alors, est-ce qu'on peut la confondre avec un TSA? De l'extérieur, il y a certaines choses qui peuvent faire penser, parce que la personne qui a un syndrome borderline ou personnalité limite, elle va effectivement avoir des difficultés dans ses relations interpersonnelles. Donc comme pour la personne TSA, qui aura des problèmes avec la sociabilisation, mais ce ne sont pas les mêmes mécanismes dans les deux cas. La personne borderline, elle aura des difficultés interpersonnelles, parce que ce seront des personnes qui vont être... en permanence sur le qui-vive, qui vont essayer de suranalyser tout ce qu'on leur dit, et dès qu'elles vont sentir un petit jugement ou elles vont du coup se crisper et se mettre parfois à avoir des colères spectaculaires, où il va y avoir beaucoup d'agressivité, des propos des fois très mordants, et ça peut faire penser éventuellement à une personne TSA qui a un meltdown, c'est-à-dire une crise. Donc j'ai fait une vidéo sur les 3 types de crises autistiques, je vous invite à aller la voir si vous voulez creuser le sujet, mais de la même façon que la difficulté dans les relations interpersonnelles ne sera pas la même qu'on soit TSA ou borderline, hein, parce que comme je l'ai dit, la personne borderline, elle a peur de l'abandon, la personne TSA, elle a des difficultés dans les relations sociales parce qu'elle ne comprend pas les codes sociaux. Et que du coup, il y a des choses qu'elle ne va pas comprendre et elle pourra répondre à côté. Mais c'est pas du tout parce qu'elle a cette phobie en permanence de se faire rejeter. Et en ce qui concerne les meltdowns dont je viens de parler, de l'extérieur, une personne TSA qui fait un meltdown, on peut avoir l'impression que c'est une crise de colère. Mais pas du tout. Le meltdown, la personne TSA,
elle va d'un seul coup se trouver dans son cerveau dissocié. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui répond. Une personne TSA qui fait un meltdown, vous ne pouvez pas lui parler, ça ne passe pas. La personne est vraiment dans une crise, elle est à l'extérieur de sa tête. Et là, du coup, il faut l'emmener dans un endroit calme, ne plus lui parler et attendre que ça passe. Une personne borderline qui fait une colère, elle va être tout à fait consciente de ce qu'elle dit et elle va être tout à fait consciente de ce qu'on lui répond. Même si la personnalité borderline aura beaucoup de mal aussi à se calmer. Parce que dans sa tête, elle a l'impression que sa colère est légitime. Donc voilà pourquoi de l'extérieur, on pourrait confondre les deux troubles par rapport à ces difficultés interpersonnelles et ces crises de colère, mais ce sont vraiment deux choses différentes. Alors maintenant qu'on a dit ça, les personnes avec un TSA, donc le TSA est un trouble neurodéveloppemental qui est là dès la naissance, mais les personnes avec un TSA, de par leur TSA et ce qu'elles vivent au quotidien, sont beaucoup plus susceptibles de développer des problèmes psychiques, donc d'avoir développé un trouble borderline, une schizophrénie, une bipolarité. Et au niveau des statistiques, malheureusement, on peut être à la fois TSA et schizophrène, TSA et borderline. Et du coup, ça ne veut pas dire, c'est pas parce que la personne est TSA qu'elle sera pas borderline. Par contre, c'est pas parce que la personne est borderline qu'elle sera TSA, parce que le TSA, de toute façon, on l'a dès la naissance. De toute façon, sur cette thématique qui est très complexe, je ferai une vidéo sur avec quoi on peut confondre le TSA et les différentes choses qui peuvent s'ajouter au TSA. Parce que ça, je pense que c'est de la santé publique et de la prévention. Donc j'espère avoir répondu à ta question, Jodeuse, n'hésite pas à rebondir dans les commentaires. Alors, je ne sais pas qui a posé cette question parce que j'ai fait une capture d'écran mais je me souviens plus. Est-ce que les personnes TSA ont un besoin de contrôle sur leur environnement? Alors oui, donc je pense que tu es une personne qui soit accompagne, soit est conjoint, mais tu as employé le bon mot, c'est un besoin de contrôle, non pas parce que voilà, les personnes TSA seraient des dictateurs qui voudraient absolument tout contrôler, non, mais parce que la personne TSA a besoin de savoir ce qu'on va faire, où on va aller, tout simplement parce que les interactions, les déplacements, l'extérieur, c'est compliqué. Et du coup, la personne TSA, elle aura besoin de se préparer, de voir, par exemple, si on va dans un endroit, quel endroit, elle aura besoin peut-être de la voir sur Google Maps. Une personne autiste a vraiment besoin de se préparer à ce qui va arriver. Même peut-être, voilà, on va voir telle personne, du coup, qu'est-ce que je pourrais lui dire ? Disons que très souvent, nous, il faut qu'on répète entre guillemets avant. C'est très inconfortable de se retrouver comme ça dans une situation qu'on n'a pas prévue, tout simplement parce qu'on n'a pas répété. Et donc, on ne va pas avoir cette capacité à improviser avec beaucoup de légèreté. Voilà, donc ça, c'est pas forcément propre au TSA. Les personnes qui ont un trouble anxieux généralisé ont aussi cette problématique. Mais voilà, pour ce besoin de contrôle de l'environnement, c'est tout simplement parce que l'anxiété massive du TSA fait qu'on a besoin de savoir ce qu'on va faire, où on va aller, ce qu'on va dire. On a besoin de savoir que nos affaires sont à leur place. Ça nous donne une sécurité interne qui nous permet de fonctionner. Maintenant, on va passer aux questions auxquelles je ne vais pas répondre maintenant, mais qui feront l'objet d'une prochaine vidéo. Fabienne nous dit par exemple « J'ai un intérêt spé pour la nutrition et je suis en train de me poser 8000 questions sur le lien entre les aliments, le microbiote et la neurodivergence. » Alors Fabienne, effectivement, c'est un sujet passionnant, sachant que 90% de nos neurotransmetteurs se fabriquent dans l'intestin. Effectivement, là, il y a vraiment quelque chose à creuser. Donc moi, quand je fais mes vidéos, généralement, j'ai une liste avec les prochaines vidéos, donc ça ne fait pas partie des prochaines vidéos, mais ce que je vous propose, pour celles et ceux qui se diraient « Ah mais oui, tiens, c'est intéressant » et qui auraient envie de se faire une petite hyperfixation là-dessus, je vous propose qu'on regarde tous et toutes de notre côté, et comme ça, quand je fais la vidéo, vous pouvez poser des questions voilà, un peu plus pointues, peut-être même me corriger si vous avez bossé mieux que moi, mais en tout cas, on l'évoquera dans une vidéo parce qu'effectivement, il y a des liens entre l'intestin et la santé mentale, ça, c'est indéniable. Autre question
qui va faire l'objet donc d'une prochaine vidéo. Gwenaëlle nous dit j'ai un travail, mais je me demande comment on fait pour se faire accepter et se faire des amis. Si tu as des conseils, je pense que nous sommes nombreux dans ces cas-là. Donc effectivement, je me suis aussi posé la question, mais c'est vrai, je me suis jamais demandé comment on se fait des amis. Et ça peut faire l'objet aussi d'une prochaine vidéo. Alors Gwenaëlle, si tu souhaites déjà creuser un petit peu cette question, je sais que Mésange a des ateliers Podia où elle fait justement des ateliers pour essayer d'être un peu plus à l'aise avec tout ce qui est dialogue social, parce que ça fait partie donc des compétences relationnelles et des compétences sociales qui peuvent s'apprendre. Donc je te propose d'aller voir un petit peu sur ces Podia, voir si elle a déjà quelque chose là-dessus, en attendant voilà, qu'il y ait une vidéo sur le sujet. Autre question d'anonyme. C'est pas anonyme, mais c'est pareil, je me souviens plus de la personne. On dit quoi à un psychologue la première fois? Alors cette question, elle est très intéressante. Déjà, est-ce qu'on va voir un psychologue ou un psychiatre? Un psychiatre, c'est un médecin. Il a fait une fac de médecine et il s'est spécialisé en psychiatrie. Donc normalement, je dis bien normalement parce qu'après il n'y a pas de règle, on va voir un psychiatre quand on pense peut-être que on a un trouble ou quelque chose qui nécessiterait éventuellement un traitement. Il est remboursé par la sécurité sociale, c'est pour ça que parfois on va le voir même si on ne pense pas forcément avoir un trouble. À côté, on a le psychologue qui, lui, n'est pas remboursé par la sécurité sociale, mais qui a fait une faculté de psychologie. Donc, qui va être un peu plus à même de nous aider par la parole. Alors, quand c'est la première fois qu'on va voir un psy, ça peut être difficile de se dire, mon Dieu, comment je vais résumer 20, 30, 40 ans de ma vie? Sachez que vous n'êtes absolument pas obligé de venir et de tout déballer. Vous pouvez très bien prendre des notes chez vous et les donner à votre médecin, que ce soit à l'avance. Vous savez que sur Doctolib maintenant, je parlais de la toux, ça y est. Sur Doctolib maintenant, on peut envoyer des choses à l'avance, ou vous pouvez très bien venir avec une liste, voilà, de ce qui vous chagrine à l'instant T. D'accord? Le psychiatre le psychiatre ou le psychologue n'a pas à vous juger pour ça. Moi, un jour, je suis tombée sur une très bonne médecin du travail. J'avais même pas pu imprimer mon document. Je suis venue avec mon ordinateur. Et là, donc, elle a tout regardé, les petites listes que je lui avais fait, et ça nous a permis de prendre appui dessus et du coup de dialoguer là-dessus. Donc, voilà, sachez que la première fois qu'on va voir un psy, ça peut être assez impressionnant, hein, sachant que, voilà, il y a des psys, on va pas se le cacher, c'est une catastrophe. Ne vous arrêtez pas au premier psy dont vous avez l'impression qu'ils vous méprisent, parce qu'ils sont pas tous comme ça. Et moi, pour avoir eu des psys vraiment formidables qui m'ont beaucoup aidée, en même temps j'en ai vu beaucoup dans tout mon parcours, je sais que c'est possible. Donc voilà, accrochez-vous et essayez de trouver la personne qui va vous comprendre et du coup pouvoir vous aider. Ça, j'ai fait. Donc maintenant, question sur la chaîne. Silène demande, en tant que youtubeuse ayant déjà écoulé un grand nombre de sujets sur un thème niche, as-tu peur d'être bientôt à court de sujets? Eh bien non. Non, parce que je vous avoue que le fait de dialoguer avec vous, alors je sais qu'on est 10 000, donc des fois c'est compliqué de répondre à tout le monde, mais en tout cas j'essaye. Le fait de dialoguer avec vous me donne du coup toujours de nouvelles idées. Là par exemple, vous voyez, pour cette FAQ, vous m'avez posé certaines questions où je me dis « Ah, ça c'est trop dense, il faut que j'en fasse une vidéo ». Donc pour l'instant, il y a énormément de sujets. Et puis, je ne m'interdis pas de penser à des vidéos, des fois un petit peu spéciales sur les interespés, vous raconter la vie d'Hélène Keller, vous raconter la vie de Daniel Balavoine, des expériences aussi psychologiques. Enfin, voilà, je trouve que la santé mentale, c'est tellement vaste, parce que là, on parle du TSA, du TDAH, mais globalement, la santé mentale, c'est tellement vaste que pour le moment, en tout cas, je ne suis pas à court. Peut-être ça arrivera un jour, hein, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Ensuite, les questions personnelles. Amandine, as-tu eu un passage syndrome de l'imposteur suite à ton diag? As-tu cessé de masquer suite à ton diag? Est-ce que tu anticipes de ne plus masquer? Alors, le syndrome de l'imposteur, oui, je l'ai eu, et je pensais pas l'avoir, parce que je me disais, moi, ça fait 2 ans et demi quand même que je travaille là-dessus, donc pour moi, c'était tellement quasi une évidence que je me disais que je n'allais pas l'avoir. Et en fait, si. Et du coup, comme je disais avant, grâce à vous,
parce que du coup, je lis vos témoignages. Grâce à vous, j'ai su que c'était un peu normal, hein. On parlait tout à l'heure des étapes du deuil, et je pense que dans toute étape de diagnostic, il y a ce syndrome de l'imposteur. Parce que quand vous avez passé 2 ans et demi, 3 ans, 5 ans à vous poser une question, le jour où on vous dit « bah oui, c'est ça », je pense qu'on est quand même un peu sidéré. On se dit « ah bon, mais peut-être ils sont passés à côté de quelque chose, peut-être… » Donc oui, je l'ai ressenti, pas très longtemps, parce que bah, du coup j'ai su que c'était normal et je suis passée à autre chose. En ce qui concerne démasquer, j'avais déjà commencé à démasquer au travail parce que moi j'ai demandé des aménagements avant mon diagnostic parce que j'en avais vraiment besoin. Et du coup, bah, je l'ai annoncé à mon équipe, alors sachant que je travaille dans le social, donc voilà, ça a été plus facile pour moi dans cette petite équipe du social que peut-être vous si vous travaillez dans une grande administration, et je le comprends totalement. Je démasque maintenant quand je suis en caisse de magasin et que j'ai envie de me balancer, mais c'est vrai que au niveau interaction sociale, là je ne démasque pas parce que je pense que démasquer, enfin pour moi il y a 2 items dans démasquer. Pardon, il y a démasquer quand on a besoin de stimer, quand voilà, quand corporellement on ne tient plus, et il y aura à la limite démasquer quand on est en interaction. Sauf que démasquer en interaction, je m'en sens pas encore capable parce que je pense que ça demande à la personne en face d'avoir quand même une haute connaissance du TSA pour ne pas prendre les choses pour soi quand par exemple on va pas répondre ou quand on va être en difficulté pour répondre. Donc voilà, quand c'est professionnel, je ne démasque pas. De toute façon, je vois pas grand monde. Je dis ça sans aucun misérabilisme, hein, mais voilà, sortie de chez moi, c'est vrai que bah, je remets le masque. Peut-être que ça changera, de toute façon. Il y a une playlist, hein, masking autistique. Et puis je pense qu'on fera d'autres vidéos là-dessus parce que le masking, c'est vraiment un sujet qui est au cœur du TSA. Donc on en reparlera. Gaïa, alors Gaïa, tu m'as posé beaucoup de questions, excuse-moi, je vais pas pouvoir répondre à toutes tes questions. Tu me demandes si j'arrive à être fière de moi. Bah, pas souvent en fait. Je sais que je devrais, hein, comme tout le monde, me féliciter des petits accomplissements du quotidien, mais voilà, j'ai encore des difficultés. Et tu me demandes aussi si j'arrive à vivre de la MDPH. Bah non, parce que pour l'instant, bah, je suis encore en démarche. Et est-ce que je gagne quelque chose avec YouTube? Donc oui, ça commence après donc 18 mois. Et là, encore une fois, je ferai une vidéo là-dessus parce que je me dis que ça peut intéresser tout un chacun. Voilà, ne serait-ce que pour la culture générale. Combien gagne une petite youtubeuse? Donc je vous montrerai tout ça. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura apporté des choses. Moi, je vous retrouve bientôt. Donc, les prochaines vidéos, il y aura un petit truc en plus, les négationnistes de l'autisme, et enfin, la vidéo sur le couple. Et j'espère que d'ici là, je pourrai avoir un portable où je pourrai à nouveau vous faire des inserts et m'éclater. Mais bon, c'est la vie. Parfois, il faut être patient. Allez, on vous dit au revoir avec Joséphine, avec son nouveau pull. Salut!